rejoignent. On te laisse la parole. Merci Elisabeth et merci une nouvelle fois pour l'invitation. Alors bonjour à tous. Donc ce matin, je vais vous parler des impacts du changement climatique sur les extrêmes hydrologiques. Je vais commencer par faire quelques rappels sur les impacts qu'on connaît du changement climatique sur l'hydrologie. Et ensuite, je vais vous présenter les résultats d'un projet de recherche national qui s'appelait Explore 2 sur la France. Alors il y a 2 ans, quand j'étais venu, on était à une semaine de la diffusion des résultats de ce rapport. Donc il y a 2 ans, je n'avais pas pu présenter les résultats Explore 2. Il y avait encore un embargo. Mais aujourd'hui, c'est bon. Voilà, donc j'ai cette petite figure qui résume, je ne sais pas si on voit bien les couleurs, qui résume un petit peu, donc ça c'est issu du rapport du GIEC hein, sur les principales conclusions. Donc on connaît tous le cycle, on va dire normal du cycle de l'eau, avec l'évaporation de l'eau à la fois au niveau des océans et aussi des surfaces continentales, les précipitations souvent sur les reliefs, le ruissellement de surface, l'infiltration, etc. Donc ça c'est sur le panel de gauche ici. Bon, je ne sais pas si vous voyez le pointeur, je ne pense pas. Ok. Il n'y a pas de... Non, ça marche pas. Si, j'ai trouvé, pardon. Voilà. Donc voilà ce que je montrais ici, donc le cycle de l'eau tel qu'on le connaît à gauche actuellement. Et qu'est-ce qui se passe en contexte de changement climatique? Donc premièrement et au premier ordre, on a une forte augmentation de l'évaporation et de l'évapotranspiration liée à la hausse des températures. Donc on a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère et potentiellement plus de précipitations. Du ruissellement, donc ruissellement, on parle de la fraction de l'eau qui ne s'infiltre pas dans les sols mais qui ruisselle à la surface, et une infiltration dans certains cas réduite, notamment liée au travail du sol, à l'imperméabilisation. Et une des grandes conséquences, c'est des sécheresses plus fréquentes et aussi potentiellement dans certaines régions des crues pluviales plus intenses. Par contre, il faut bien comprendre que ces mécanismes qu'on observe en moyenne à grande échelle peuvent être localement très différents en fonction du contexte local, de la saisonnalité, des processus à l'œuvre. Donc ça, c'est très important de le garder en tête. Et ici, alors je ne vais pas reprendre tous les éléments de la diapositive, mais c'est pour marquer le fait que tous les compartiments du cycle hydrologique sont impactés par le changement climatique. Donc en premier lieu, comme j'ai expliqué, cette fameuse ce qu'on appelle l'intensification du cycle de l'eau, puisqu'on a plus d'évaporation, donc plus d'eau dans l'atmosphère, donc un potentiel plus important pour des précipitations, mais qui dit potentiel ne veut pas dire qu'il va pleuvoir plus partout tout le temps. Un bon exemple, c'est dans les Pyrénées-Orientales. On ne peut pas du tout dire qu'il y a une tendance vers une hausse des précipitations, ni une baisse d'ailleurs si on regarde sur le long terme. Deuxième compartiment au niveau de la cryosphère, bien évidemment, la hausse des températures induit une très forte baisse du couvert nival et donc une modification profonde du cycle de l'eau, notamment des régimes hydrologiques dans les régions de montagne. La surface, donc au niveau de la surface, on a effectivement dans certaines régions du ruissellement accru et une évaporation directe des eaux de surface plus importante, ce qui induit dans beaucoup de régions une baisse de l'humidité du sol, je reviendrai là-dessus sur la partie sécheresse, et qui se propage du coup au niveau des rivières et au niveau des nappes souterraines. Alors j'ai parlé tout à l'heure de la grande variabilité spatiale de ces changements sur l'hydrologie. Pourquoi cette variabilité spatiale? Tout simplement parce que les précipitations à l'échelle de la planète varient fortement spatialement. Il ne pleut pas du tout de la même manière en Islande ou dans le Sahara, et aussi au niveau des saisons. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose d'important à prendre en considération. Si on regarde l'évolution des températures, là oui, au niveau global, on peut dire qu'il y a une augmentation assez marquée. Au niveau du cycle de l'eau, c'est avant tout des changements à des échelles locales, voire régionales. Donc, ce qui explique cette redistribution des masses d'humidité atmosphérique, c'est la circulation de grande échelle que j'ai représentée en bas à droite de manière assez schématique. On a les courants, par exemple, de nord-ouest pour l'Europe du Nord. On a les alizés près des tropiques. À gauche, c'est important de regarder, c'est la figure qui montre donc la convergence de l'humidité dans la zone intertropicale. Donc, beaucoup d'évaporation qui part dans l'atmosphère et qui est redistribué par ce qu'on appelle les cellules de Hadley, ce qui est marqué Hadley Cell ici sur la figure, et qui retombe sur les latitudes tropicales, grosso modo les zones désertiques. Et ce qu'on observe en Méditerranée, alors c'est pas quelque chose de très robuste, mais on observe quand même une extension vers le nord de cette partie descendante des cellules de Hadley qu'on voit là. Donc, c'est-à-dire que les zones, par exemple, d'Afrique du Nord, le climat d'Afrique du Nord est en train de remonter graduellement vers le sud de la France, concrètement. On attend, par exemple, dans quelques décennies, à Paris, un climat ressemblant fortement à celui de Marseille. Donc, voilà, il y a cette redistribution importante de l'humidité à l'échelle globale.
Et c'est pour ça que j'ai fait cette petite diapositive. Alors, on parle souvent des mesures d'adaptation au changement climatique en disant on va planter des arbres et ça va provoquer de la pluie. Alors ça, c'était une vision qu'on avait au début du XXe siècle, des publications des années 1920-1930, qui pensaient que, par exemple, là où l'eau s'évaporait, elle retombait au même endroit sous forme de précipitation. Et bien ça, c'est pas vrai. Il y a une étude récente, je montre en haut à gauche, on estime qu'à peine 2% à l'échelle de l'Europe retombe, 2% de l'eau évaporée localement retombe dans une zone de 50 km. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on plante des arbres ici à Port-Vendre, ça ne va pas faire pleuvoir plus à Port-Vendre. Potentiellement dans d'autres régions, par le mécanisme ce qu'on appelle l'advection, donc le transport des masses d'humidité, et vous avez ces cartes en bas à gauche qui montrent donc à gauche au niveau mondial le pourcentage de ce qu'on appelle le recyclage d'évaporation. Donc le pourcentage de vapeur d'eau qui retombe en pluie dans la même région. À droite, la même carte sur le pourcentage des précipitations qui vient de l'évaporation locale. Et vous voyez à droite sur l'échelle que les ratios dépassent, donc on est à 0,7, 70% au maximum ici. Et on voit qu'au maximum, on atteint des valeurs proches de 0,50, 60% uniquement dans les zones des forêts amazoniennes et du Congo. Dans toutes les autres régions, ce recyclage local est assez faible. Alors, ça ne veut pas dire que planter des arbres ne fait pas pleuvoir, mais pas au même endroit. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, alors des arbres en passant, ça pompe beaucoup d'eau pour la croissance, donc voilà, il faut bien évaluer la faisabilité dans certaines régions où on est en situation de stress hydrique. Mais en tout cas, l'évaporation issue des couverts végétaux et des plantes va dans l'atmosphère et retombe sous forme de précipitation, en général, assez loin. Et en Méditerranée, par exemple, vous avez ce petit graphique ici qui montre des barres de couleurs correspondant aux différentes zones d'alimentation. On voit qu'en Méditerranée, donc toute la zone chez nous en rouge, là, on a à peine 35% de l'eau qui provient directement de l'évaporation de la région. Voilà, donc ça c'est pour avoir des ordres de grandeur en tête. Alors maintenant, je vais vous parler de cette grande étude Explore 2, qui était une commande du ministère de la Transition écologique en France. C'est un projet qui a duré 4 ans, qui visait en fait à faire un état des lieux de ce qu'on connaît sur l'impact du changement climatique sur l'hydrologie en France. Alors, à ma connaissance, je ne connais pas d'autres pays qui ont un projet aussi ambitieux, puisque là, on parle de plus de 4000 points de mesure. Vous avez les petits points en vert ici qui représentent chacune de ces stations. Vous avez un ensemble de 17 modèles de climat fois 4 scénarios fois 2 méthodes de changement d'échelle fois 8 modèles hydrologiques. Donc je vous laisse calculer le nombre de combinaisons que ça fait. Donc c'est quelque chose d'assez ambitieux et l'idée c'était de donner des chiffres, des valeurs pour l'adaptation au changement climatique en termes de changements sur les débits des cours d'eau, sur les crues, les sécheresses. Et dans le cadre de ce projet, j'ai coordonné le volet extrême hydrologique. Alors ces diapositives, je ne vais pas rentrer dans trop de détails pour ne pas être trop technique, mais c'est pour expliquer comment la chaîne méthodologique nécessaire pour évaluer les impacts du changement climatique en hydrologie. Donc on part d'émissions de gaz à effet de serre, le graphique en haut à gauche ici, donc différents futurs potentiels pour notre planète en termes d'émissions de gaz à effet de serre et donc de réchauffement associé. Ensuite, on utilise des modèles de climat. Je ne vais pas revenir là-dessus non plus trop longtemps, puisque je pense que les premiers jours, on a eu plusieurs présentations qui utilisent ces modèles de climat. Donc des modèles à la fois globaux à l'échelle de la planète, mais aussi des modèles régionaux avec une résolution beaucoup plus adaptée aux études d'impact local. Des méthodes de correction de biais, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça c'est pour les statisticiens, dont je fais partie en passant un petit peu, mais voilà, c'est un peu trop détaillé. Grosso modo, c'est pour prendre ces données des modèles de climat à grande échelle et les adapter au contexte local par des méthodes qu'on appelle de débiaisage, de correction de biais notamment, et éventuellement de changement d'échelle. Et ensuite, des modèles hydrologiques, donc des modèles informatiques quelque part, qui vont reproduire le comportement des hydrosystèmes et des écoulements à l'échelle des bassins versants. Alors une petite note quand même rapide sur les modèles de climat. Donc ça part d'émissions de gaz à effet de serre ici, qui servent à faire tourner des modèles qui sont par analogie assez semblables aux modèles qui vous servent à voir la météo sur vos téléphones portables tous les jours. Simplement dans ce cas-là, les modèles sont tournés, fonctionnent sur des beaucoup plus longues périodes, avec en entrée comme forçage les scénarios d'émissions. Et il faut imaginer la planète découpée en petits carrés, pardon. Je me mélange dans les diapos. Il faut imaginer la planète découpée en petits carrés, comme ça, avec dans chacun des carrés une tentative de résoudre les équations de la thermodynamique, de la physique. Et il faut comprendre que ces modèles sont en perpétuelle amélioration au niveau à la fois de leur représentativité spatiale, donc l'échelle à laquelle ils peuvent fonctionner, mais aussi en termes de la quantité de processus qui sont reproduits.
Alors, j'avais posté ces diapositives sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, ça fait pas mal de buzz, comme on dit. C'était pour montrer finalement les simulations de modèles de climat qui ont 40 ou 50 ans, c'est la figure en haut à gauche. Vous avez donc des simulations qui datent des années 70, j'étais pas né, 77 non plus. Voilà, donc ça, c'est les simulations de 1970 à 2020. Et vous voyez que la quasi-totalité, sauf celle-ci, des simulations, déjà il y a 40 ou 50 ans, avaient réussi finalement à reproduire le degré de réchauffement qu'on observe aujourd'hui. Et par analogie aux jeux vidéo, je ne sais pas s'il y en a certains parmi vous qui jouaient aux jeux vidéo dans les années 80-90, c'était mon cas. On avait des jeux vidéo assez simplifiés avec des gros pixels, etc. Et maintenant, c'est pareil pour les modèles de climat. On a beaucoup plus de modèles à haute résolution qui permettent de représenter beaucoup plus de processus et à une échelle spatiale maintenant vraiment proche, quand on voit les simulations à basse ou à haute résolution, des résolutions spatiales vraiment proches de l'échelle assez locale pour regarder par exemple l'impact sur un cours d'eau, un bassin, etc. Les modèles hydrologiques, c'est un peu pareil, ils ont suivi la même évolution. Là, dans le cadre de ce projet, les résultats que je vais présenter aujourd'hui sont issus de 4 types de modèles hydrologiques. 2 modèles hydrologiques, ceux du haut, qui sont plutôt des modèles issus du monde de l'ingénierie, mais qui sont extrêmement utilisés, notamment sur la France. On a des modèles comme GRSD ou SMASH qui tournent sur tout le pays, notamment pour des applications de gestion des ressources en eau et aussi de prévision des crues. Le modèle SMASH, en passant, est utilisé dans la prévision Vigicru Flash, qui est disponible. Vous avez le site internet avec la prévision des crues. Donc ça, c'est 2 types de modèles plutôt issus du monde de l'ingénierie, mais qui sont extrêmement utilisés en hydrologie. Et on avait 2 modèles, donc le ISBAS et TRIP de Météo France et Orchidée de l'IPSL, qui sont eux des modèles de surface, donc des modèles beaucoup plus complexes, distribués, qui représentent à la fois les flux d'eau, mais aussi les flux d'énergie, donc tout ce qui est lié à l'évapotranspiration notamment. Donc c'est des modèles beaucoup plus complexes qui visent, eux, à représenter tout le cycle de l'eau dans leur intégralité et non pas uniquement reproduire des débits des cours d'eau. Donc c'est intéressant d'avoir différents modèles pour regarder comment les projections futures en fait, sont influencées par le type de modélisation qu'on va mettre en œuvre. Alors, je reviens là sur, donc j'ai expliqué au début, c'était un projet assez ambitieux avec beaucoup de simulations disponibles. Et là, c'est pour représenter un petit peu ce qu'on appelle la cascade d'incertitudes. Si on part donc des scénarios d'émission ici, 3 scénarios, 6 modèles de climat à grande échelle, 9 modèles de climat régionaux, 2 méthodes de correction de biais, entre 4 à 9 modèles hydrologiques. Vous comprenez bien que si on regarde la propagation des incertitudes en prenant en compte tous ces membres disponibles, ça fait beaucoup. Donc voilà, c'était aussi intéressant dans ce projet de pouvoir décortiquer les sources d'incertitudes, par exemple, qu'on a sur l'évolution des ressources en eau, en fonction du scénario d'émission, en fonction du modèle de climat, de la méthode hydrologique de simulation, etc. Voilà. Et si on résume un petit peu, il va plus vite que moi, le diapo. Si on résume un petit peu les 3 sources d'incertitude qu'on a dans ce type d'approche, alors ça s'applique aux études d'impact en hydrologie, mais finalement à n'importe quelle étude d'impact où on va coupler un modèle de climat avec ce qu'on appelle un modèle d'impact. Dans notre cas, c'est un modèle hydrologique, mais ça peut être un modèle de rendement agricole, un modèle sur les écosystèmes. Donc on a déjà l'incertitude liée au scénario d'émission, bien entendu, les différents choix d'avenir potentiels en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et ça, donc c'est des choix de société, des choix politiques quelque part. Il y a les incertitudes liées à la modélisation. On fait forcément dans nos modèles à la fois de climat, dans nos modèles hydrologiques, des simplifications pour certains processus qu'on n'arrive pas à représenter correctement, par exemple, donc on va paramétriser. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle les problèmes de modèles imparfaits, et ça, on en est bien conscient. D'où l'intérêt d'avoir, quand on fait ce genre d'exercice, plusieurs modèles pour bien échantillonner le domaine des possibles. Et enfin, le 3e élément, qui est quelque part peut-être le plus important, mais extrêmement important à ne pas sous-estimer, c'est ce qu'on appelle la variabilité climatique interne. On a donc, en plus des changements de long terme, ce qui est représenté par la courbe en orange ici, on a des fluctuations qui sont liées à des oscillations atmosphériques. On parle de El Niño dans le Pacifique, par exemple. On parle de l'oscillation nord-atlantique chez nous en Europe. Donc en fait, il faut bien comprendre qu'à cette variabilité, on va dire naturelle du climat, se surimpose éventuellement une tendance, et une tendance qui est liée dans certains cas au changement climatique, dans beaucoup de cas en ce qui nous concerne ici. Mais l'important, c'est de bien savoir distinguer ces 2 compartiments. Voilà. Alors, je vais parler rapidement des principaux résultats du projet Explore 2 à l'échelle de toute la France, pour ensuite parler un peu plus spécifiquement des extrêmes, donc les crues et les sécheresses. Quand on parle d'eau, on a soif. Alors,
Ce qui se passe au niveau des débits, donc là j'ai pris les figures correspondant à un changement climatique de 4 degrés. 4 degrés, je rappelle que c'est la trajectoire nationale maintenant que la France a adoptée, en disant il faut s'adapter à une France à plus 4 degrés. Alors ce qu'on observe en haut, c'est les débits en hiver, au printemps, en bas en été et en automne. Ce qu'on observe de manière assez flagrante, c'est une baisse généralisée sur tout le territoire, sauf peut-être le bassin méditerranéen. On a des couleurs très sombres dans le sud de la France, à la fois en été mais aussi en automne, et quelque part aussi en hiver et au printemps, notamment dans le sud de la France. On s'attend à une baisse généralisée des débits des cours d'eau, notamment en été. Donc sur la diapo ici c'est à peu près, c'est le même type de représentation, cette fois-ci sur les extrêmes hydrologiques. À gauche, les sécheresses, donc les bas niveaux de cours d'eau, et à droite, les crues. Donc on voit très clairement que les sécheresses hydrologiques sont amenées à augmenter de manière extrêmement importante quasi partout en France. On voit même en Bretagne, par exemple, avec des couleurs très très foncées, donc des changements assez prononcés. Sur les crues, on a un signal vers une augmentation principalement sur la moitié nord de la France. Alors c'est un peu dur de comparer les deux gammes de couleurs, mais quelque part, il faut retenir que l'intensité de l'augmentation des crues est bien moindre que celle de l'augmentation des sécheresses. Et ça, je vais revenir en détail là-dessus. C'est assez important comme résultat. Voilà, maintenant, première partie, on va parler des crues. Donc là, j'ai mis exprès 2 figures d'événements terribles en Méditerranée qui ont lieu en Libye et plus récemment en Espagne à Valence. Et en fait, c'est intéressant, j'ai pris ces exemples à dessein pour montrer qu'en fait, ces épisodes-là, c'est bien entendu une combinaison d'un aléa fort, donc des précipitations intenses, mais aussi et surtout des conditions de vulnérabilité. Et concrètement, ces 2 épisodes, en fait, c'est pas uniquement l'intensité du phénomène qui explique les dommages attendus. Par exemple, en Libye, le même système, ce qu'on appelle un Medicane, a atteint les côtes grecques. Il y a eu 7 morts, je crois. En Libye, à cause de la défaillance de 2 barrages, on a eu, je crois, entre 7 000 et 10 000 morts. Donc vous voyez que le même événement, dans un contexte de vulnérabilité différent, peut avoir des impacts radicalement opposés. Et en fait, Valence, c'est à peu près la même histoire, avec un problème peut-être au niveau de l'alerte des populations. Ce qui a induit beaucoup de voitures, vous voyez les amas de voitures catastrophiques qu'on voit sur l'image. Donc voilà, il faut garder en tête que quand on parle de crues, de risques hydrologiques en général, en fait, il faut toujours considérer ces 2 aspects. D'une part, l'aléa naturel, ok, il pleut ou il pleut pas, etc. Mais ensuite, les conditions de vulnérabilité de nos sociétés. Alors, avant de parler des crues, je vais vous parler des pluies intenses. Donc là, c'est les résultats du projet Explore 2 sur l'évolution des pluies maximum annuelles. Ici, j'ai pris des pluies de retour de période de 20 ans pour aller regarder un peu les extrêmes. On voit donc différentes cartes. En haut, ce sont les cartes issues du scénario RCP 4.5. Donc c'est quoi ce scénario? C'est le scénario, on va dire, un peu médian. Quelque part, les trajectoires actuelles qu'on connaît, qu'on observe, qu'on mesure d'émissions de gaz à effet de serre. Et en bas, c'est le scénario du pire, en fait, le RCP 8.5, donc scénario avec une hausse très très forte des émissions en fin de siècle. Et ce qui est important de voir sur ces cartes, c'est qu'il y a une seule couleur. Il n'y a aucune zone en France où on attend une baisse des précipitations intenses. Là, cette carte montre la convergence des modèles, donc le pourcentage de modèles qui donnent soit une hausse, soit une diminution. Et on voit que dans tous les cas, plus on arrive en fin de siècle ici avec des scénarios plus pessimistes, plus les couleurs deviennent intenses. Donc on attend notamment sur la moitié nord de la France plutôt une augmentation des pluies intenses. En Méditerranée, une augmentation aussi, mais qui est beaucoup plus incertaine, on va dire, avec beaucoup plus de variabilité. Donc là, c'est la même carte, mais cette fois-ci sur le pourcentage de changement. Donc on prend tous les modèles et on regarde comment évoluent les pluies. Là aussi, on voit, à part quelques petits îlots de couleurs un peu différentes, on voit partout une augmentation des pluies intenses. Notamment, ce qu'il faut remarquer ici, c'est la forte tache autour du littoral, donc de l'Hérault, des Cévennes et un début de PACA ici. Donc avec des hausses beaucoup plus importantes dans cette région-là que dans le reste de la France. Et en moyenne, sur toute la France, en fin de siècle, on s'attend entre plus 20 et plus 30% d'augmentation des pluies intenses. Alors si on replace ce résultat en contexte, on a à peu près les mêmes résultats sur une grande partie de l'Europe et du monde aussi, sur cette augmentation de l'intensité des pluies lors d'épisodes forts. Alors, si on veut parler des crues maintenant, comment on fait? On est d'accord que les précipitations, c'est un paramètre atmosphérique. Quand on parle des crues, c'est des processus au niveau du sol, les surfaces continentales. Donc on peut facilement comprendre que face à l'augmentation des pluies, on a différentes, ce qu'on appelle réponses hydrologiques, selon qu'on est en ville avec des sols imperméables ou des sols naturels. Alors j'ai mis naturel entre guillemets parce que des sols naturels en France
remanié depuis des milliers d'années, je ne sais pas si ça existe encore. Des zones cultivées, on voit ici des vignes, et pareil, les vignes, en fait, selon n'importe quel terroir agricole, en fonction des pratiques, s'il y a du désherbage, s'il y a du labour, etc., on va avoir des processus d'écoulement très différents. Donc, juste cette slide pour rappeler que quand on transfère un risque d'augmentation des pluies sur les crues, quand on fait ça de manière un peu simple, en général, on dit n'importe quoi. Voilà. Donc, autre série de résultats du projet Explore 2. Donc, à chaque fois, vous aurez le petit jingle ici. Quand il y a le logo Explore 2, c'est que c'est des cartes issues du rapport Explore 2. Donc là, c'est le scénario d'évolution des crues avec les 4 modèles hydrologiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, les 2 modèles, on va dire, plutôt conceptuels ici, et les 2 modèles plutôt de surface, donc des modèles de bilan à la fois énergétique et d'eau. On voit on voit pas très bien les cartes, mais c'est normal. C'est parce qu'en fait, on est dans beaucoup de cas dans une gamme de valeurs assez proche de 0 ou une légère augmentation, à part dans quelques cas. Donc en fait, ce qu'on voit sur les crues, c'est qu'il n'y a pas du tout de convergence entre les différents modèles. C'est-à-dire que si on prend 2 modèles, eh bien, des fois, ils vont nous donner des résultats carrément opposés. C'est le cas, par exemple, avec ce modèle ici, avec une baisse des crues sur le centre de la France, alors que d'autres modèles donnent exactement le signal inverse. Donc ça, on n'aime pas trop. Ça veut dire que les modèles ne sont pas robustes, et en tout cas, ça veut dire que sur les crues, on est mal à l'aise en fait pour donner des scénarios d'évolution. Ça marche. Voilà, ça c'est la même chose pour un scénario d'émission un peu plus pessimiste. Alors là, on a des couleurs qui deviennent un peu plus intenses, mais on retrouve encore ces différences très importantes dans certaines régions. Et finalement, voilà, on peut se poser la question, puisqu'on a des images assez différentes, et notamment dans le sud de la France, on n'a aucune convergence entre les modèles, même dans un scénario extrêmement pessimiste. Donc voilà, c'est un peu compliqué de faire des conclusions sur l'évolution des crues en France en contexte changement climatique. Et là, j'ai fait une carte exprès fausse, on va dire, mais j'ai fait ce qu'on fait souvent, c'est-à-dire là, on a 17 modèles de climat, et bien j'ai pris la moyenne de changement que nous donnent ces 17 modèles de climat. Et dans certains cas, on a un seul modèle qui donne un signal de changement, et des fois assez fort, plus 40, plus 50%, et tous les autres qui donnent quelque chose proche de zéro. Donc si on fait la moyenne de ça, on a des couleurs criardes, et on peut dire, ouh, attention, les crues augmentent partout. Mais en fait, c'est vraiment trompeur, c'est ce que j'ai mis dans le texte. C'est qu'en fait, c'est lié des fois à 1, voire 2 modèles de climat. Et on peut vraiment se poser la question, est-ce que c'est un signal de changement climatique, ou bien tout simplement un artefact, une erreur liée au biais des différents modèles. Donc voilà, conclusion préliminaire sur les crues. Attention, on n'a pas de signal vraiment très marqué sur une augmentation du risque au niveau global, toutes les crues. Alors, un point important, alors désolé, la diapo est en anglais, mais je vais l'expliquer. Un point très important à comprendre, c'est que toutes les crues, c'est pas la même famille. Voilà, il y a des crues plutôt nivales, liées à la fonte de la neige. Il y a des crues induites par ce qu'on appelle un excès d'infiltration au niveau des sols. Par exemple, quand on a une pluie très très forte, de plusieurs dizaines, voire centaines de millimètres en quelques heures, on va dépasser la capacité d'infiltration du sol. C'est ce que je montre à gauche, ce qu'on appelle Infiltration Excess Floods. Ça veut dire que si le sol est en capacité d'absorber par exemple 40 mm d'eau par heure, s'il pleut 250 mm, tout l'excédent, donc 250 moins 40, va ruisseler de manière assez rapide. Donc ça, c'est un premier processus. Et notamment dans les petits bassins versants, on estime que cette sensibilité à l'infiltration, elle est fortement liée au changement d'occupation du sol. À l'inverse, on a des crues donc avec une saturation cette fois-ci quelque part par le bas, c'est-à-dire qu'on a des sols de plus en plus humides, par exemple pendant l'hiver avec des pluies répétées pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc graduellement, le sol se sature, et quand on a un épisode de pluie pas forcément extrême, et ben comme les sols sont déjà saturés, tout l'excédent va ruisseler. Et en général, on estime que dans les grands bassins versants, l'infiltration n'est pas vraiment sensible au changement d'occupation des sols, puisque plus le bassin est grand, plus il va y avoir des effets de compensation, même si certaines zones s'urbanisent, etc. Donc voilà, c'est des choses assez compliquées. Ça, c'est pour expliquer en fait qu'on peut décomposer, quand on regarde les crues, les différents processus de génération à l'œuvre. Et vous allez voir qu'en fait, c'est extrêmement intéressant pour comprendre comment ces crues évoluent dans un contexte changement climatique. Donc j'avais fait cette étude dans les bassins méditerranéens, où je regardais en fait pour environ 150 bassins versants l'évolution de 3 types de crues. Donc les crues ici à gauche, excess rain flood, donc les crues liées à des processus de saturation graduelle des sols. Les crues dans ce qu'on appelle short rain ou long rain flood, des crues liées en fait à des épisodes de pluie intense plus ou moins longs. Et ce qu'on montrait de manière extrêmement marquée, vous voyez à gauche notamment, une très claire baisse
de la proportion des crues liées à la saturation du sol en faveur d'épisodes beaucoup plus associés à de l'intensité des pluies qui augmente. Et ça, rappelez-vous tout à l'heure, c'est ce qu'on observe depuis... Donc déjà, je n'ai pas montré l'observation, mais dans les scénarios futurs, mais aussi dans les observations passées, on observe une intensification des pluies. Donc ça, c'est très cohérent avec ce qu'on connaît de l'évolution du climat, notamment en Méditerranée, avec des sols graduellement de plus en plus secs. Donc mécaniquement, on a de moins en moins de chances d'avoir des crues induites par la saturation des sols. Et j'ai poussé le bouchon à regarder avec nos jeux de données Explore 2 l'évolution des processus de crues à l'échelle de toute la France, et cette fois-ci dans les scénarios futurs de climat. Et là, donc, j'ai distingué différents types de crues. Alors, je vais les détailler rapidement avec vous. On a ici à gauche les deux panels de gauche, les crues liées à la fonte nivale. Et là, vous voyez du bleu partout, notamment dans toutes les zones du centre-est et les montagnes, donc les Pyrénées, les Alpes. Et donc, on voit clairement en fait une très très forte baisse de l'intensité et de la fréquence des crues liées à la fonte nivale. Ça, c'est normal à compter du changement climatique. À l'inverse, dans les mêmes régions en fait, quasiment du nord de la France, où on a une transition vers beaucoup moins d'épisodes de neige et beaucoup plus d'épisodes de pluie plus liquide, on va dire. Et là, c'est à l'inverse, on a beaucoup plus d'épisodes qui sont liés à la saturation des sols. Et on a exactement l'inverse en Méditerranée, avec plutôt des taches bleues. Alors, on ne voit pas très bien, mais c'est assez morcelé. Et ici, au niveau des épisodes de pluie intense, donc des courtes pluies ou des longues pluies qui vont graduellement saturer le sol, non pas avant l'épisode, mais pendant le déroulement de cet épisode. Et là, on voit dans le sud, dans les montagnes, une forte augmentation des crues induites par ces changements de processus. Donc, vous voyez en fait, comme on a vu précédemment, qu'on ne voyait pas de signal sur l'évolution des crues en France si on prend toutes les crues ensemble. Mais en fait, si on distingue, si on fait une discrétisation quelque part de différents processus de crues, on voit des changements profonds sur ce qui se passe au niveau des processus hydrologiques. Et ça a des implications très très fortes, puisque par exemple, si on regarde les crues induites par la saturation des sols ici, c'est des crues plutôt lentes, c'est des crues qui vont se produire sur plusieurs jours, voire quelques semaines. Donc au niveau de la prévision, notamment pour les impacts, c'est plus pratique en fait d'avoir ce type de crue pour avoir à gérer les alertes de crues. Par contre, quand on parle de crues liées à des épisodes de pluie courts et intenses, notamment qui donnent lieu à ce qu'on appelle les crues rapides, et ben en termes de prévision et de préparation des gens, et notamment pour les impacts, c'est très différent. Donc vous voyez que même en l'absence d'une tendance globale sur les crues, en distinguant les différents processus, on peut avoir des réponses assez différentes. Donc pour finir là-dessus, alors on discutera après peut-être lors des questions, mais il y a différentes mesures de réduire les impacts des crues. Alors bien sûr, il y a les barrages, mais les barrages, c'est très coûteux, ça a des impacts environnementaux assez forts, et puis on ne peut pas en faire partout concrètement. Quelque chose de bien plus efficace, c'est développer des systèmes d'alerte en temps réel qui vont par exemple alerter les gens dans une zone précise, maintenant qu'on a des prévisions assez fines au niveau des phénomènes météo, d'envoyer par exemple des SMS à tous les gens autour de Cerbère, Banyuls, Port-Vendre, quand il y a un épisode qui va taper spécifiquement cette région-là. Des solutions d'aménagement, un peu de bon sens, mais d'essayer de désimperméabiliser les villes, notamment avec des zones où l'eau peut s'infiltrer, ralentir les écoulements, etc. Et bien entendu, des mesures de protection locale. On voit des petites choses là autour des maisons, des digues, etc. Et le sous-titre, vous avez tous lu en rouge, la solution quand même la moins chère, c'est ne pas construire dans les zones inondables. On a malheureusement encore pas mal de constructions dont on sait en fait qu'elles sont touchées, enfin potentiellement impactées par des inondations. Donc ça, c'était la première partie de mon exposé sur la partie extrême eau, on va dire, les extrêmes de précipitations intenses et de crues. Et maintenant, je vais passer à l'autre volet, les extrêmes liés à la sécheresse. Le truc qui fait des siennes, voilà. Alors malheureusement, en Méditerranée, on connaît tous ces images de végétation brûlée quelque part par les épisodes de canicule ou brûlée au sens propre par les incendies. On se rappelle de l'incendie impressionnant qu'il y a eu dans l'Aude l'an dernier. Les incendies qu'on a eu hier et avant-hier, pas très loin d'ici. Donc ça, c'est directement causé par des épisodes de sécheresse, notamment liés à la très faible humidité des sols lors de ces épisodes. Et aussi le niveau bas des cours d'eau, en bas à gauche, ou des réservoirs en haut à droite. Donc ça, c'est des conséquences qu'on connaît tous. Alors pour rappeler un petit peu les processus à l'œuvre, donc les types de sécheresse et les mécanismes de propagation, on a donc à gauche, si on regarde le graphique, le schéma le plus classique, c'est une absence de précipitation pendant une période assez longue. Et plus ce déficit de pluie dure, plus on va avoir une baisse de l'humidité des sols qui va ensuite se répercuter sur le débit des cours d'eau, le niveau des nappes, etc. Donc ça, c'est les sécheresses induites par un déficit de précipitation. Maintenant, si on regarde en contexte changement climatique, on a beaucoup plus de phénomènes de ce qu'on appelle le sécheresse éclair,
qui ne sont pas nécessairement liées à un déficit de pluie, mais à une très forte hausse des températures, des canicules répétées. Alors ça ne vous aura pas échappé que c'est exactement ce qu'on connaît depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, puisqu'on a eu un hiver particulièrement humide. On a atteint des records d'humidité du sol en début d'année, autour du mois de février et de mars. Et là, on est en train d'atteindre un niveau record, mais à l'opposé, donc des niveaux de sécheresse du sol extrêmement bas, qui s'approchent maintenant du record en France, qui était la sécheresse de 76. D'ailleurs, on va peut-être le dépasser dans les jours qui viennent. Et on voit bien que même en l'absence des déficits de précipitation, la hausse des températures est telle qu'elle induit beaucoup plus d'évaporation. Et donc, on peut aussi aboutir à des sécheresses du sol, une sécheresse hydrologique, malgré une absence de déficit de pluie. Ça, c'est important de le rappeler. Et la sécheresse, alors par rapport à la sécheresse météo qui représente l'absence de pluie, en termes d'impact pour nous, les humains et les écosystèmes, l'agriculture, c'est vraiment l'eau dans les sols, donc la sécheresse des sols et la sécheresse hydrologique qui a de forts impacts. Pour rappeler assez schématiquement ce qu'on observe sur l'évolution des sécheresses, alors pas forcément ici chez nous, mais à l'échelle globale. Alors sur les pluies, on est souvent mal à l'aise parce qu'on n'a absolument pas de signal à la fois de tendance passée. Par exemple, on a publié récemment un article qui montrait que sur toute la Méditerranée, en fait, on n'avait pas vraiment de tendance ni à la hausse ni à la baisse des précipitations. C'est vraiment la variabilité qui domine. Donc voilà, et ça dépend selon les régions. On a certaines régions, par ailleurs, comme au Maroc, où je travaille beaucoup, on a là effectivement une baisse tendancielle des précipitations, mais ce n'est pas du tout le cas partout. Je parle en Méditerranée. Mais face au phénomène des pluies, on a la hausse des températures qui, elle, est marquée, généralisée, très importante. Donc, qui dit température plus haute dit beaucoup plus d'évapotranspiration, donc évaporation de l'eau disponible au niveau des lacs, des rivières, mais aussi au niveau des sols, et transpiration par les plantes, alors qui ont des mécanismes de régulation aussi, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais globalement, le signal est à une forte augmentation de l'évapotranspiration, ce qui induit une baisse de l'humidité des sols. Il faut imaginer un seau, imaginez ici c'est un seau qui se remplit d'eau par les pluies et qui perd de l'eau par évaporation. Même si les pluies restent les mêmes, plus il y a d'évaporation, plus le niveau de ce seau va diminuer. Et donc, on a une adaptation des plantes possible jusqu'à une certaine limite, des seuils de létalité, même pour des plantes emblématiques comme l'olivier, la vigne chez nous, qui en deçà de certains seuils peuvent dépérir. Alors ça, c'est une diapositive à la fois pessimiste et optimiste. C'est issu du rapport du GIEC. On montre à droite les régions qui s'assèchent dans le monde, donc là où le déficit pluie moins évaporation, enfin où la différence pluie moins évaporation est déficitaire. On voit qu'il y a de nombreuses régions, la Méditerranée, l'Europe, on a une grande partie de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, etc. Alors on n'a pas forcément des données en Afrique dans certaines régions. C'est pas parce qu'il n'y a pas de signal de changement climatique, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas les données suffisantes pour faire ce genre de carte. Et à gauche, les petites barres montrent en fait que l'intensité de ces sécheresses, elle est fortement corrélée au degré de réchauffement global. Donc ça veut dire quoi ? Et ça, c'est la note optimiste. Ça veut dire que si on réduit nos émissions, si on fait de l'atténuation du changement climatique en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en fait, la gravité des sécheresses à venir dépend fortement du niveau de réchauffement qu'on aura. Alors maintenant, si je repasse au résultat du projet Explore 2 sur la France, cette fois-ci sur les sécheresses. Donc là, j'ai distingué les sécheresses météo, les déficits de précipitation en haut et les sécheresses du sol en bas pour les deux saisons hiver-été. Vous remarquerez qu'il y a là encore une seule couleur sur la carte, la fréquence des sécheresses ici qui augmente. Alors moi, quand j'ai fait cette carte, je pensais que j'avais fait une erreur en fait donc j'ai tout vérifié plusieurs fois, mais effectivement, il n'y a aucune région en France où on attend une diminution de la fréquence des sécheresses. On voit ici que la barre est que dans le positif, donc en fréquence, en pourcentage. Alors, on n'a pas un signal très marqué sur l'hiver, notamment au niveau des sécheresses météo. Par contre, on a quand même un signal en été dans le sud de la France, c'est-à-dire des sécheresses au niveau des déficits pluviométriques qui seraient quand même plus importants dans le sud de la France. Au niveau des sécheresses du sol, en hiver, là aussi, on n'a pas un signal très marqué, excepté dans le sud de la France. C'est-à-dire que même en hiver, chez nous, on attend potentiellement des sécheresses du sol de plus en plus fréquentes. Par contre, l'été, vous voyez tous cette carte avec des couleurs orangées très fortes. On attend dans la grande partie des régions françaises une forte augmentation de l'occurrence des sécheresses du sol en été. Alors, d'autres manières, les cartes que je vais montrer représentent à chaque fois la même variable, mais de différentes manières. Là, on a par exemple en haut deux figures qui nous montrent la superficie de la France touchée entre 2005 et 2100 en termes de sécheresse météo. Là, sur les déficits de pluie, on voit qu'on n'a pas forcément d'augmentation. On reste autour de 10% de la superficie du territoire touché. Par contre, à droite, sur les sécheresses du sol, on voit clairement qu'on passe de 10 à 30, à 20, voire 30%, donc un tiers du territoire
qui seraient fréquemment touchés par des épisodes de sécheresse du sol. Et en bas, une autre manière, donc Météo France a fait des jolis graphiques comme ça. Chaque bulle représente un épisode de sécheresse avec l'année correspondante, donc des sécheresses météo, des déficits de pluie. Et à droite, la même chose pour les sécheresses du sol. On voit sans surprise une augmentation extrêmement forte des sécheresses du sol, malgré le fait que c'est un scénario peu marqué qu'on a pris là. On avait 4 narratifs sur la France, c'est le narratif qu'on appelle jaune. Voilà, et donc là, c'est pour montrer qu'on a un signal vraiment majeur d'assèchement, enfin pas d'assèchement, mais d'augmentation de la fréquence et de l'intensité des sécheresses du sol, notamment sur tout le territoire, notamment en été. Et maintenant, si on passe au niveau hydrologique, donc là on parlait du sol, on parlait des sécheresses météo, maintenant passons aux sécheresses hydrologiques, donc le bas niveau des cours d'eau qu'on observe souvent en été, mais pas seulement. Donc là, on a représenté de la même manière que j'ai montré tout à l'heure les résultats sur les pluies intenses, les crues, là cette fois-ci sur les débits faibles des cours d'eau. Donc là, on estime, c'est une définition un peu technique, mais ce qu'on appelle le QMNA5, c'est une variable en France qui permet de voir le niveau maximum de sécheresse, donc un bas niveau de cours d'eau qu'on observe une fois tous les 5 ans. Donc ce qui pose des soucis quand on commence à devoir pomper, etc. dans les rivières. Si on atteint ce niveau-là, ça veut dire que les usages ne sont plus forcément assurés avec des tels niveaux bas. Donc ce qu'on observe pour les deux scénarios, le RCP 4.5, rappelez-vous, un scénario plutôt médian, et le RCP 8.5, un scénario beaucoup plus pessimiste, on voit des couleurs extrêmement intenses. Rappelez-vous les cartes sur les crues tout à l'heure, on avait quasiment des choses dans le blanc, des couleurs très faibles. Là, c'est l'inverse, on a pour la majorité des modèles, pas tous, mais des couleurs très intenses, quel que soit le scénario d'ailleurs, le scénario d'émission. On distingue un modèle qui est singulier par rapport aux autres, ce modèle-là, donc c'est un modèle de surface de l'IPSL. On voit que ce modèle-là, donc qui est censé représenter de manière très fine en fait les processus au niveau du sol, au niveau des échanges d'énergie, etc. On voit que les projections dans ce modèle-là, même si elles vont dans le même sens que les autres modèles, elles sont assez différentes en termes d'intensité. Donc ça, c'est important de noter que différents modèles hydrologiques, de par leur philosophie, de par leur conception et les processus qu'ils représentent, peuvent avoir des représentations différentes des phénomènes là de base eau. Et c'est en particulier fortement lié à la capacité de ces modèles à reproduire ce qui se passe à l'interface de l'eau de surface et des eaux souterraines. Et ça ne vous échappera pas que dans le nord de la France, notamment le bassin parisien, on a des projections quasiment opposées. C'est la seule région en France où on a ça de manière marquée sur les étiages, donc les sécheresses hydrologiques. Donc là, on touche ce qui a trait à l'incertitude des modèles. Mais voilà, le signal reste très fort. Donc là, cette fois-ci, ce n'est pas la carte de l'accord entre les modèles, mais les changements projetés en pourcentage. On voit que la majorité de la France, quel que soit le modèle et quelle que soit la période et le scénario, on est dans des couleurs orange assez foncées, sauf, je répète, dans le bassin parisien, on a une divergence entre les modèles. Mais en tout cas, si on regarde chez nous dans la moitié sud de la France, on a une diminution très forte des bas niveaux des cours d'eau. Et on estime à l'échelle de toute la France que la moyenne est entre moins 40 et moins 50%. C'est des chiffres très importants. On parle d'une baisse de moitié des débits des cours d'eau les plus faibles. Voilà, je vais terminer là-dessus. Des éléments de discussion un peu plus longs que sur l'aspect des crues, puisque ça ne vous aura pas échappé qu'en ce moment, on a des lois qui sont discutées à la fois au Parlement, au Sénat, des lois soi-disant d'urgence agricole, mais qui en fait sont très problématiques à bien des égards. Alors, ce que je mets là dans les diapositives, c'est pas mon opinion personnelle, d'accord? C'est des choses issues du rapport du GIEC, du Haut Conseil pour le climat en France. C'est ce qui est dans la littérature scientifique en termes de consensus sur les voies, les pistes qu'on peut avoir pour faire face à ces sécheresses plus fréquentes. Alors, un premier levier qui là ne souffre pas beaucoup d'incertitude, c'est que quand on estime que 20% de l'eau des réseaux en France est perdue à cause des fuites. Donc c'est de l'eau qu'on a pompée, qu'on a traitée, qu'on met dans des tuyaux et les tuyaux sont percés, donc ça coule dans la nature. Alors que c'est pas perdu pour tout le monde, hein. Les écosystèmes sont bien contents d'avoir ces 20% d'eau. Mais là, c'est clairement un levier d'action extrêmement important. En réduisant les pertes en eau dans les réseaux, mécaniquement, on récupère pas mal d'eau disponible. Donc ça, c'est le premier levier. Deuxième levier, donc poursuivre la réduction des consommations en eau, puisqu'en fait, il y a un tendanciel depuis de nombreuses années dans les maisons. Rappelez-vous, quand vous achetez un lave-vaisselle, un lave-linge, vous avez les petits icônes A+, etc. Ça veut dire que les appareils sont de plus en plus efficients. On a sur les robinets des manières de réduire le débit, etc. Donc en fait, on est sur un tendanciel déjà vers une baisse des consommations unitaires chez les gens. Donc ça, c'est très très bien. Il y a des efforts qui sont faits dans beaucoup de niveaux. Et troisième volet important, c'est la réutilisation des eaux usées. On estime on est à 1% en France, donc on a vraiment un effet de levier important là-dessus.
par rapport à d'autres pays comme l'Italie et l'Espagne. Donc la réutilisation des eaux usées, ça veut dire des eaux qui sont rejetées par nos usages, qui sont traitées, qui peuvent être utilisées par exemple pour l'irrigation. Le problème quand même de cette approche, enfin de la généraliser, c'est la qualité des eaux, puisqu'on sait qu'on a maintenant des contaminants qui passent au travers de nos stations d'épuration, etc. Donc il faut se poser la question de comment bien utiliser ces eaux et en tout cas ne pas recontaminer derrière, notamment des terres agricoles ou des nappes souterraines avec de l'eau qui est insuffisamment traitée pour des choses qu'on ne sait pas pour l'instant traiter comme effluents dans les rejets. Et dernier levier, alors c'est le plus important, c'est les leviers pour l'usage de l'eau agricole. On estime 60% de l'eau consommée en France est pour les activités agricoles, notamment pour l'irrigation. Et on a des chiffres des fois un petit peu contradictoires, mais on estime qu'on a 20% de surface irriguée en plus depuis entre 2010 et 2020. Donc là aussi, il y a des pistes d'adaptation qui sont bien connues. Alors déjà, adapter les cultures au climat qui change, c'est-à-dire avoir des variétés plus adaptées à la sécheresse concrètement. Et adapter les cultures aux territoires locaux. Par exemple, la culture à grande échelle du maïs dans le sud-ouest, est-ce que c'est toujours viable? Ça, c'est des questions à poser. Deuxième volet important, c'est adapter les pratiques culturelles, notamment pour mieux infiltrer l'eau dans les sols. Stocker l'eau dans les sols, c'est beaucoup plus efficace que la stocker dans des bassines. Donc là aussi, il y a toute une série de mesures qu'on connaît pour adapter les territoires, avoir des pratiques beaucoup plus vertueuses en termes notamment qui sont inspirées de l'agroécologie, par exemple. Et enfin, les pratiques d'irrigation, vous avez vu que j'ai mis ça tout en dernier. Effectivement, et donc peut-être dans certains cas, le stockage, c'est légitime et intéressant, mais en aucun cas, c'est la solution miracle à implémenter partout. Voilà. Peut-être m'arrêter là-dessus au niveau du temps. Voilà. Est-ce qu'on est bon au niveau du temps? Oui. Donc voilà, l'optimisation. Alors l'optimisation de l'irrigation, j'ai mis deux, c'est en anglais là, mais désolé. Des fois, en fait, quand on augmente l'efficacité de l'irrigation, ben, on augmente aussi la consommation d'eau derrière, donc il faut faire attention aux effets rebonds. Et je termine là-dessus. Sur tous les résultats du projet Explore 2 sont disponibles en ligne sur les différents supports qui sont présentés ici. Voilà, je vous remercie pour votre attention.